Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venus nombreuses et nombreux chez Caribe ce soir. Dans notre modeste librairie, on est très heureux d'accueillir David Lopez, Je suis très heureux d'être présent ce soir. dont le roman Fief nous a énormément plu. Alors, on utilise rarement, nous, ce genre de critères, mais je vais le dire quand même, il est particulièrement impressionnant pour un premier roman, sachant que moi, un premier roman, c'est un roman avant tout, hein, mais il y a vraiment quelque chose dedans qui est très fort, et à plusieurs niveaux qu'on va essayer un peu d'aborder ce soir. Sans sans décrire, on n'aime pas raconter les histoires ici, enfin bon, il y en a parmi vous qui l'ont déjà lu, il y en a sûrement qui l'ont pas lu. C'est pas un roman à suspense, c'est pas un thriller, mais néanmoins, il y a un tas de choses qui se passent sous une espèce d'inaction apparente, qui est l'un des thèmes. Hein, où, enfin, ces gens, ils sont là, ces jeunes, donc vu de loin, on dirait, bon, ils foutent rien, quoi. Enfin, Emmanuel Macron aurait sûrement une phrase sur ce thème. Et effectivement, il se passe pas grand-chose. Et pourtant, ça fourmille de choses qui se passent, de choses très intimes, de choses très fortes. C'est ça qu'on va essayer un petit peu de, voilà, sans trahir la substance, mais d'évoquer un petit peu. Et en revanche, moi, il y a une chose qui me fascine, donc si tu es d'accord, hein, David, pour l'aborder, parce que c'est quelque chose qui est récent en France. Donc, c'est les études supérieures de création littéraire. Ouais. Et donc, tu es non pas le premier, mais le deuxième auteur de Paris 8, du Master Création littéraire, à être publié. Et je trouvais intéressant, enfin, si tu es d'accord, de nous dire un petit peu la façon dont c'est orchestré, hein, le passage, l'expérience personnelle, la matière, en fait, dont Fief est issu, mais le filtre et l'apport en fait de ce master. Alors sans faire la pub nécessairement du master de Paris 8, mais en essayant voilà d'être le plus sincère possible. En vérité, la pub, je peux pas la faire parce que en fait, je le vois vraiment comme une expérience personnelle dans un dispositif qui est assez particulier. Donc en fin de compte, je pourrais pas en faire la pub parce que je pourrais absolument pas garantir que ça puisse fonctionner pour une autre personne en fait. Parmi les gens qui étaient dans ma promo, dans ma classe, on a tous à peu près un récit de ce que ça a été pour nous que ce master. Il y en a pour qui ça a été une mauvaise expérience. Il y a des gens, ça les a complètement perturbés dans leur écriture. Il y en a que ça a renforcé. Moi, j'en fais partie. Enfin, moi, ça m'a plutôt révélé quelque chose. En fait, ce que je trouve intéressant dans ce master, c'est le fait qu'il est avant tout axé sur la pratique et qu'en soi, on n'y apprend pas à écrire. Dans le sens où il y a aucun cours qui porterait un intitulé comme comment ficeler une intrigue ou quoi. On n'est pas sur des techniques d'écriture. D'ailleurs, moi, j'ai une tendance à tiquer un petit peu quand on appelle ça une formation. Parce qu'une formation, pour moi, moi je viens du sport au départ. Quand je forme un boxeur, je lui apprends une certaine manière de boxer. C'est-à-dire par rapport à une idée que dans ma salle, on a de comment se pratique la boxe. On parle en effet pas mal de boxe hein, dans Fief. Ouais, complètement. Ouais. J'ai pas choisi ce sport par hasard. Mais alors, après, bien sûr que en fin de compte, on va s'adapter à des profils. Un mec qui a une certaine gestuelle, je peux pas en faire un boxeur complètement différent que ce que ses dispositions naturelles, ce à quoi elle le prédispose en fait. Et en fin de compte, dans le master, il y a quelque chose d'assez similaire à ça, c'est que plutôt que prescrire une manière d'écrire, une manière de faire, on va plutôt chercher à comprendre quel est l'univers d'un auteur, parce qu'on est une vingtaine au départ, et puis on fait des séances comme ça, dites de suivi de projet. Chacun porte un projet, c'est une manière d'être éligible au master, c'est d'avoir un projet d'écriture. Donc déjà, ces projets-là, ils sont tous dans des esthétiques et des formes complètement différentes. Il y en a qui font du théâtre, il y en a qui font de la poésie, il y en a qui font du roman, il y a des choses préconceptuelles. Donc en fin de compte, rien que sur la base de ça, on pourrait pas amener chacun vers une même manière d'écrire parce que finalement la forme ne s'y prêterait pas forcément. Donc moi, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'était que d'abord, surtout la première année, on cherche avant tout à comprendre quel est l'univers d'un auteur, quelle est sa proposition esthétique, et en fin de compte, quand il va nous faire lire des textes, alors déjà on dépasse de loin le j'aime ou j'aime pas, mais on va être dans interroger comment ça fonctionne. Et donc c'est pour ça que les premières séances, c'est assez difficile d'intervenir sur les textes de quelqu'un parce que on ne sait pas encore bien ce qu'il nous propose, quoi. Et donc, après plusieurs lectures, après plusieurs propositions comme celle-là, on arrive à peu près à se faire une idée de ce que veut faire l'auteur.
Et donc, on va plutôt intervenir sur bah, à quel moment il est bien dans ce qu'il fait, à quel moment il s'en écarte. S'il s'en écarte, est-ce que c'est une proposition? Et en fait, chaque personne autour de la table va exprimer une sensibilité. Il y en a qui sont plutôt à parler du fond, il y en a qui parlent plutôt de forme, il y en a qui simplement posent des questions. On n'est pas obligé d'arriver avec un discours. L'idée, c'est pas de faire une fiche de lecture du texte pour dire qu'est-ce qu'on y a vu, encore qu'après, ça appartient à chacun. Voilà, qu'est-ce que tu as à dire sur ce texte? Et donc, c'est en ça que les échanges peuvent être très fournis, mais qu'en même temps, parfois, sur un même texte ou sur une même phrase ou un bout de phrase, quoi, il peut y avoir des avis très différents qui s'expriment. Et donc tout l'enjeu pour l'auteur qui est concerné par cette séance, c'est de, si là quelqu'un lui dit noir, là quelqu'un lui dit blanc, l'enjeu c'est pas forcément de faire gris, ou alors on pourrait dire bah je vais faire gris, mais je peux aussi faire bleu, ou je peux choisir entre. Et donc c'est en ça que pour certains auteurs ça peut être très violent, parce qu'en fin de compte tout le monde n'a pas la même disposition à ce qu'on lui fasse des propositions sur son texte. Ce qui peut être étonnant, parce que si on vient là-dedans, c'est que quelque part on se déclare être disposé à être à l'écoute. Mais pour autant, on peut aussi se dire que tiens, je vais y aller en donnant une chance à ça et se rendre compte que le dispositif nous crispe complètement. Donc en fin de compte, c'est beaucoup relatif aux dispositions de chacun, à l'état d'esprit de chacun. Et puis après, à force de se connaître un peu les uns les autres, on apprend aussi à se parler. On apprend aussi, tiens, lui, il faut que je fasse attention. Elle, je peux y aller. Et donc après chacun intervient à sa manière. Moi je fais du ligne à ligne par exemple. Moi c'est moi c'est le comment qui me fait aller vers le quoi plutôt que l'inverse. Je parlais jamais du fond parce que je trouvais que ça appartenait à l'auteur. Et moi j'étais plutôt sur comment c'est fait. C'est quoi cette phrase? Pourquoi il y a 3 points de suspension là? C'est quoi leur statut? Qu'est-ce que ça veut dire? Voilà ce que ça m'évoque à moi. Je fais une toute petite incise. Est-ce que ça, pour toi, ça a un lien ou pas, cette façon justement de voir la phrase aussi comme un objet technique elle-même? Ça peut avoir un lien avec le fait que tu as écrit du rap Certainement. Moi, c'est vrai que du coup, j'écrivais du rap comme vraiment un hobby. Et moi, tout ce qui m'intéressait, c'était faire sonner. Moi, je savais que j'étais pas porteur d'un discours revendicatif sur la société. Je savais que j'allais pas changer le monde à coups de disque. Et donc, moi, ce qui m'intéressait, c'était de faire sonner et prendre plaisir à articuler cette scansion-là, quoi. Donc, en fin de compte, j'étais sur une écriture extrêmement technique, où, dans la mesure, voilà, avec des rimes multisyllabiques parfois, donc sur plusieurs syllabes. Et en fin de compte, j'étais assez déconnecté de ce que je racontais à l'intérieur, mais plutôt comment ça sonne et vraiment de l'art pour l'art, vraiment voilà quoi, juste du jeu quoi, du jeu sur les sons. Et je pense que d'une manière ou d'une autre, ça a influencé mon rapport à la phrase et en fin de compte, ouais, moi je m'intéresse beaucoup plus à comment je raconte quelque chose que ce que ça raconte derrière, quoi. On va y revenir parce que je pense qu'on va reparler de toute façon justement de la dynamique entre le master et puis le projet de départ, parce que ça va venir, mais dans cette bande d'amis, donc, alors qui sont, je vais juste le décrire, ce sera peut-être la seule chose que j'écrirai vraiment. Donc, moi j'ai su après, parce que je l'ai lu dans les journaux, enfin sur le net en pratique, mais donc il y a une vision derrière, il y a Nemours en fait. Donc, ouais, la ville où j'ai grandi. La ville où tu as grandi. Donc, typiquement, la ville qui est pas tout à fait ce qu'on appellerait la vraie province, parce que c'est quand même assez proche de. Enfin, c'est pas très loin d'Orléans, la grosse ville de province. C'est pas très loin de Paris non plus, tant que ça. Donc, c'est un peu particulier. Et donc, il y a cette bande de copains qui ont grandi ensemble au collège, au lycée, ou certains sont pas allés au lycée. Enfin, mais qui sont ni et c'est dit de façon très très claire à un moment, ni la racaille des cités, ni la bourgeoisie locale. Ils sont vraiment dans une petite zone où en fait un peu entre deux feux. Et donc cette bande de copains, ils ont grandi, ils ont maintenant la vingtaine passée, hein, certains un peu plus âgés même. Et puis certains ont fait des choses. Il y a à la fois de la divergence, parce qu'ils ont chacun leur destin, puis en même temps, il reste ce noyau extrêmement dur. Et c'est quelque chose d'assez fascinant, parce qu'il y a, ça on va y revenir, mais il y a vraiment moi j'ai été très touché par il y a une réflexion sur le langage, enfin tu mentionnais, parce que je crois que c'est la chose la plus fascinante de ce que le langage veut dire, de ce qu'il trace comme ligne, est-ce qu'elles sont franchissables, pas franchissables, il y a vraiment quelque chose de très fort. Mais il y a aussi une espèce de travail sur l'amitié, qui est incroyable, qui est extrêmement touchant, y compris quand on
on n'a absolument rien à voir avec Nemours. Enfin, Ouais, bien sûr. Ouais. et c'est quand même une des forces, enfin, de ce roman. Mais donc une des choses qui me frappait, c'est qu'il y a un des personnages qui est pas celui qui s'intéresse à la boxe justement, Ouais. mais qui lui écrit du rap, enfin, et est admiré par ses amis pour ça. Enfin, donc ça donne aussi l'impression que tu as fragmenté aussi ton expérience personnelle entre plusieurs personnages de façon à pouvoir, complètement. ouais. Moi, je suis complètement morcelé dans le texte, en fait. Donc, ouais. Ouais, moi, je veux dire, je suis pas Jonas, mais en même temps, j'aurais pu l'être, si j'avais pas rencontré la littérature, si j'avais pas fait des voyages. Je pense que j'étais assez disposé au départ à être un poisson d'aquarium, quoi, mais à prendre plaisir, hein, en fin de compte, à être dans ce décor-là. Mais c'est grâce à des expériences que j'ai pu vivre que j'ai pu du coup en sortir, mais pour mieux y revenir derrière et avoir ce regard qui peut être celui de Lewis par exemple, qui est ce personnage qui lui est sorti, même si je lui ai mis un brin de condescendance, mais c'est aussi ce qui me permettait de faire réagir les autres et de créer des lignes de fracture qui sont pas béantes, mais qui sont ces petits interstices dans lesquels une différence se donne à voir. Et donc ouais, pour moi l'enjeu c'était de mobiliser toute une expérience personnelle, mais sans être dans l'autofiction non plus, parce que j'aurais pas trouvé ça intéressant, parce que je voulais vraiment rentrer dans l'intériorité de Jonas. Et c'est en observant des amis à moi, en ayant des échanges avec eux, que j'ai pu creuser justement cette espèce d'injonction contradictoire chez lui entre parce qu'il y a un truc qui règne quand on est dans cet entre-deux-là, c'est que progresser, c'est partir. Parce que la grande ville est juste à côté et ça serait un signe d'ascension sociale que de partir. Et donc tous ceux qui restent sont plus ou moins perçus comme des losers, quoi. Et lui, il veut pas accepter ça. Le personnage que tu as superbement utilisé pour faire sentir tout le long du texte justement cette dimension-là de l'ascension sociale et du départ, et puis de ce que ça suppose, c'est Lewis en effet, qui au départ fait vraiment partie de la bande, et puis lui, ça a bien marché au lycée, il a fait une prépa, il est parti faire une école, donc il est vraiment passé à autre chose, mais il garde. Et c'est assez fascinant parce que dans l'attitude que lui a effectivement avec ce brin de condescendance, mais qui est pas non plus démentiel, qui reste décent, quoi, je dirais. Ouais, complètement. C'est pas un sale con non plus. Et l'accueil de ses potes qui en même temps sont dans cette espèce de, il est plus tout à fait comme nous, mais en même temps c'est quand même notre pote, quoi. Enfin, et puis en plus, il y a quelque chose de très intéressant. À côté, ils aimeraient tous être à sa place en vérité quand il raconte ses histoires. Parce que Lewis, il adore raconter des histoires. Il aime bien raconter des histoires. Ouais. Donc à chaque fois, il arrive même en disant bon les gars, vous avez pas un truc à raconter, mais c'est une manière pour qu'on lui dise bon vas-y, toi t'as un truc à raconter, vas-y quoi. Et puis du coup, c'est son rôle à lui que de venir un peu leur parler de comment ça se passe ailleurs, pas pour les faire saliver, pas pour les narguer, mais aussi lui, il a un peu ce truc de vouloir les titiller un petit peu pour qu'ils se bougent un peu quoi. Mais ça prend pas forcément, quoi. Et ça, c'est une des choses. Alors je trouve dans les rapports au sein de cette bande d'amis donc qui est évolutive, hein, qui a bougé, où en fait des lignes ont bougé, ils en sont conscients ou pas par moment, mais le narrateur et puis l'auteur là cette fois nous en rend extrêmement conscients du fait que justement les choses sont plus comme quand on avait 14 ou 16 ans. Il y a des choses qui ont bougé, on essaye parfois de l'oublier ou parfois de voler un peu la face, mais c'est plus comme avant. Et il y a un mélange de brutalité et de pudeur qui est extrême dans les rapports entre les personnes, qui est extrêmement fort. Je trouve c'est vraiment c'est vraiment poignant de voir à quel point ils peuvent s'envoyer dans la gueule des trucs, mais ils se permettent tout, c'est sûr. Vraiment lourd, quoi. Enfin, vraiment violent. Et puis en même temps, il y a une espèce de délicatesse quand la personne est vraiment pas bien. Et j'aime bien ce que tu disais sur le fait, oui, dans le comportement de Lewis, qui est parfois saoulant, il y a le côté, c'est aussi un aiguillon, quoi. C'est un bouge-toi, mec. Et on retrouve le fait que à sa manière, un personnage qui est extérieur en même temps, enfin justement qui est pas de la même génération, enfin mais qui est l'entraîneur de boxe, hein, qui lui a passé ce stade, parce que ici tu sais comme moi que de toute façon si tu te bouges pas t'arriveras nulle part, quoi. Et donc il le redit presque plus en fait, c'est intégré, il le sait. Et en revanche tout passe c'est dans du non-dit, quoi. C'est parfois tu sens qu'il y a une mimique désolée, tu vois. Je voulais éviter toute tartine discursive sur ce que c'est qu'être dans cet état-là de
de résignation, de fatalisme et donc d'un peu d'immobilisme. Et je voulais vraiment passer que par les éléments très concrets, incarnés, qui le donnent à voir, en fait. Je voulais vraiment pas faire quelque chose qui tienne un discours et qui vienne expliquer, en fin de compte, bah alors pourquoi, non, juste, je pourrais concevoir que parfois Jonas, on a envie de le secouer, quoi. Lui, il a ce truc beaucoup envers Jonas, notamment parce qu'il sent que Jonas il est plus intéressé. C'est celui qui, quand il leur raconte Candide, c'est celui qui pose la question de bon bah y a quoi derrière cette histoire de jardin. C'est celui qui quand ils font une dictée sur Céline, Voilà. vient lui dire Ça, bon bah alors du coup il y a quoi derrière. Ça, c'est un moment de bravoure extraordinaire. Alors, je trouve que c'est aussi un roman qui est truffé de moments de bravoure. C'est-à-dire qu'on pourrait extraire, on lira quelques extraits, mais enfin, pas trop non plus, un ou deux, mais il y a vraiment on pourrait aussi se dire, ouais, mais là, enfin, justement, une partie de cartes, la dictée, on se dit, mais comment il fait pour réussir justement, à donner à voir? C'est-à-dire que ça dit énormément de choses, ces morceaux de bravoure, il y en a plusieurs. Mais il n'y a pas de tartine, en effet, il n'y a pas d'essai, il n'y a pas de position de surplomb en disant bon, maintenant je vais vous expliquer comment c'est de s'en sortir de la banlieue. Bah, je chasse beaucoup ce que j'appelle des résidus de flux. Moi, j'ai besoin voilà, d'ouvrir les vannes. Voilà, j'ai des premiers jets qui sont très mauvais. Je produis énormément de déchets parce que c'est parcouru de ces phrases un peu explicatives. Que si je viens de montrer quelque chose, derrière je le dis comme pour bon au cas où vous avez pas compris, voilà ce qu'il fallait. Mais moi je vois tout ça comme plein de balises en fait qui me sont adressées à moi-même, comme voilà David ce que tu veux faire surgir en fait. Donc je chasse énormément toutes ces petites particules là qui me semblent être assez néfastes à ce que l'univers se monte de lui-même, parce que je pense que plutôt que tenir des discours, si on monte un univers de manière authentique, véridique, avec les vraies choses qu'il traverse, ben les sujets, les thématiques vont surgir d'elles-mêmes, quoi. Plutôt que les mettre en avant. Dans mes dernières phases de travail, il y a plein de nous que j'ai transformés en je, parce que ça devenait un nous un peu vindicatif, un peu représentatif de nous les jeunes de banlieue périphérique. Et je trouve ça pas intéressant parce que en fin de compte, il existe même pas ce nous. Parce que il y a dans la même bande, il y a un tel, c'est un grossiste et lui il veut être un bandit. Enfin, je veux dire pour lui c'est ça la réussite sociale. Il y a Jonas qui est dans le rien, il y a Lahuis qui va réussir autrement. Donc en fin de compte, c'est pas les mêmes profils. J'aurais pris d'autres narrateurs, j'aurais raconté d'autres histoires. Donc je voulais vraiment m'éloigner de tout déterminisme sociologique. Alors j'entends qu'il y a une réception du texte qui peut considérer qu'il y a comme un intérêt documentaire, mais moi ça ne m'intéresse pas et ça n'a jamais été la source de mon geste d'écriture, quoi. À aucun moment. Tu vois, sur ce moment, un des moments emblématiques, c'est vraiment, et ça c'est un spoiler, hein, mais c'est la scène de la dictée, parce qu'elle est extraordinaire. Enfin, c'est effectivement, ça vient comme ça ils sont en train de jouer aux cartes, hein, je dirais comme d'hab. Ouais. Et puis, tout à coup, ça vient dans une conversation, voilà, et on va faire une dictée, comme une espèce de gag, c'en est un qui rappe, et l'autre prend sa feuille en disant, là, le déclencheur, c'est que celui qui est parmi eux le plus affûté dans les mots, en fait, ils s'aperçoivent qu'il écrit vraiment comme un porc. Enfin, qu'il y a des fautes mais monstrueuses partout. Les mecs, ils en croient pas leurs yeux. Ils sont là, mais donc il y a à la fois et on sent, et ça s'est fait vachement subtilement. À la fois, il y a la moquerie, mais en même temps, il y a une espèce de désarroi. C'est merde. Enfin, c'est un peu notre idole des mots et il écrit comme ça. Et du coup, vient cette idée de dictée. Ouais, parce qu'il y en a un qui vient dire non, mais t'inquiète, je suis avec toi. Moi, je faisais encore plus de fautes que toi. Et puis là, d'un coup, c'est la surenchère. Il y en a un qui dit non, mais tu faisais pas. Moi, c'était moi le plus nul en français. Et en fin de compte, il y a un côté où ils se mettent à jouer à faire une dictée pour déterminer qui sera le plus nul, parce que c'est le plus nul qui sera le plus fort, parce que c'est à qui fera le plus de fautes. Et du coup, ça en dit beaucoup. Enfin, justement, sans qu'il y ait de discours, ça en dit beaucoup sur Jonas ce moment. Enfin, il y a des moments effectivement qui déterminent Jonas, qui nous aide à mieux comprendre que sous son air, effectivement, bah voilà, de bon à rien qui est là à glander. Il y a plein de trucs subtils qui se passent, que ça bouillonne sans arrêt en fait dans sa tête, quoi. Ouais. Et plutôt que de nous dire ouais ça bouillonne dans sa tête, en fait, tu nous le montres d'une façon assez incroyable. Et dans la scène de la dictée, ce que je trouve magnifique, c'est que lui-même, en fait, et c'est pour ça que je disais que c'est un spoiler. En fait, c'est le meilleur en orthographe de loin, quoi. Mais vraiment de loin par rapport aux autres, il y a pas photo, quoi. Mais ça apparaît parce que dans son processus intérieur, en fait, la réflexion qui se fait en disant bon,
fait, on s'aperçoit que lui, il se fait des réflexions qui sont vachement subtiles, quoi. Ouais. Et en même temps, il fait ça pas du tout de façon didactique. Il se dit juste, bon, comment c'était déjà Ouais, sur égoïsme, j'hésite entre l'accent circonflexe et le tréma. C'est de me rappeler de alors que Rail. les autres, ils sont en train de mettre deux S, et puis deux M, quoi. Ouais, En ouais, gros, carrément. quoi. Et il y a vraiment ces trucs. Et ça, c'est une des scènes où cette façon de procéder, voilà, par touche, qui appuie pas dessus, fait que ouais, sur un sujet, non pas que ce soit le sujet, mais sur un sujet effectivement de témoignage, truc qui serait super casse-gueule, Ouais. qui aurait pu donner un truc ouais. Ouais, carrément. Ouais. Là, il y a vraiment une espèce d'intelligence et de finesse dans la façon de le faire qui moi m'a vraiment bluffé quand je dis c'est Le secret, c'est juste de le montrer et de rien en dire, en fait. Moi, je pense que c'est aussi simple que ça, en fait. et ça fonctionne extrêmement bien, quoi, parce que voilà, il y a une subtilité de sentiments et tout. Alors c'est pour ça que je disais que pour moi c'est aussi c'est un roman qui est à la gloire paradoxale et subtile de l'amitié, en fait. C'est que l'amitié, c'est pas un truc simple. On est amis pour la vie, qu'est-ce que ça veut dire? Enfin, Ouais. l'amitié, c'est un truc qui est compliqué, qui retord, qui bouge. Et en fait, pareil, sans écrire sur l'amitié, tu montres à quel point l'amitié, c'est une chose mobile, forte, bien sûr, forte, mais complexe, quoi. Et alors, j'avais pas pensé, moi, au fait qu'effectivement, c'était fragmenté en temps de personnages. Parce qu'il y a un personnage qui interroge un petit peu quand même, c'est le meilleur ami de Jonas, précisément, lui, le cultivateur en chef. X. Oui, X, Ouais. précisément. Donc lui, un petit peu, quel est son rôle pour toi dans le dispositif, hein? Bah lui, c'est clairement celui qui se fait quand même le témoin de la contradiction qu'il peut y avoir entre le rejet qu'on verbalise et l'adhésion qu'on acte. Parce que il est celui qui tous les 4 matins dit qu'il voudrait voir autre chose, se barrer et connaître d'autres expériences, mais qui continue d'être là et à être protagoniste de cette vie-là. Et en fin de compte, moi j'ai connu des garçons comme ça, un en particulier d'ailleurs qui m'a très clairement inspiré le personnage de X. Et c'est vraiment sur le terreau de cette répétition que je me disais bon, si effectivement derrière il prend pas l'initiative de partir, c'est peut-être que le désir de partir vient pas tellement de lui-même, quoi. Peut-être que, en fin de compte, il y a cette espèce d'injonction sociale autour de progresser, posséder plus, changer de milieu de vie. Et puis après, moi, de là d'où je viens, on est à 1 heure de Paris. Paris est complètement idéalisé comme tout se passe là-bas. Et en fin de compte, voilà, comme si rester là, c'est être un loser, quoi. Et donc lui, il doit être pris de ça. Et c'est peut-être ce qu'il fait articuler ce discours, mais comme il bouge pas, moi je peux pas croire qu'il en ait tant envie que ça, c'est pas possible autrement. Et donc ouais, je me suis servi de ce personnage pour le mettre, pour qu'il soit le témoin de ça, et parce qu'en même temps, il est essentiel au groupe parce que c'est celui qui fournit tout le monde en fume, quoi. Donc peut-être que c'est aussi ça qui leur accroche, hein, c'est qu'ils se sentent utiles au groupe, et puis dans cette espèce de tribu, chacun a sa fonction. Et perdre un protagoniste, ça pourrait causer l'effondrement du groupe, quoi. Donc, je dirais que s'il m'a servi à quelque chose, c'est à peu près à ça, quoi. Mais je reviens juste sur un truc que tu parlais, morceau de bravoure, et du coup pour parler du master, où en fait, moi j'ai envisagé chacun de mes chapitres comme des exercices d'écriture. C'est-à-dire qu'au départ, j'étais même pas dans l'idée d'écrire un roman. J'écrivais des textes. Et dont à un moment donné, tiens, je veux faire des mecs qui jouent aux cartes. Et cette partie de cartes, je vais pas introduire les règles et je veux que ça se passe dans la tête du narrateur. Hop, tac, j'écris ce chapitre-là. Et puis, tiens, je vais écrire un chapitre où les mecs, ils font me dicter. Tac. Et puis, du coup, en fin de compte, j'écrivais des textes. Et puis, c'est Olivier Rosenthal qui chapeautait ces séances dites de suivi de projet, qui me disait, non mais David, là, en fait, là, tu pars sur un morceau de bravoure, c'est pour ça que je rebondis, où en fait, tu pourrais nous faire 6000 pages, ça sera super, hein, mais bon, quel est l'enjeu de ce texte? Et en fait, en deuxième année, parce qu'en fait, moi, j'ai commencé ce texte en deuxième année. Parce qu'en première année, j'écrivais autre chose, mais j'étais complètement empreint de plein de clichés romantiques sur l'écriture. Moi, je sortais de ma bourgade, j'avais lu quelques livres, quoi, mais j'étais pas un grand lecteur. Et puis, et en fin de compte, je connaissais pas grand-chose en littérature, mais j'écrivais du rap comme un malade, et j'avais ce truc et puis j'avais des débuts de récits que j'avais commencé. Moi, j'avais 8 ans, j'écrivais des histoires, mais bon, voilà, ça n'a fait ni queue ni tête, mais j'avais ce truc d'écrire, quoi. C'était une manière pour moi, parce que
J'étais un petit garçon très solitaire et c'était une manière de pas la subir, qu'elle serve à quelque chose. Et ça avait du sens d'être seul si c'était pour écrire. Donc en fin de compte, voilà, je m'étais jamais lancé dans un projet romanesque, quoi. Et donc j'étais empreint de plein de clichés romantiques sur l'écriture, qui étaient moi, ce que je fais comme phrase, c'est pas littéraire. Donc j'étais dans embellir, chercher à rendre ça plus soutenu, plus littéraire. Et puis en fin de compte, en première année, j'écrivais un autre roman où on me disait, il y a un problème dans ta phrase, quoi. On dirait que c'est pas ça que tu voudrais faire. Il y avait un garçon dans ma classe qui m'a percé à jour, en fait, et qui un jour m'a posé cette question que je considère essentielle et que chaque personne qui écrit ou qui devrait se poser, c'est, il me dit, est-ce que tu écris quelque chose que tu voudrais lire ou quelque chose que tu voudrais faire lire? Et en fait, au moment où j'ai réfléchi à cette question-là, je me suis rendu compte que dans le faire lire, il y avait ce truc d'être, en fin de compte, j'écris pour une réception, et donc quand j'écris, j'ai des visages par-dessus l'épaule là, et donc ça me contrit en fait, et moi ça m'empêchait d'aller vers moi-même, quoi. Et c'est seulement en deuxième année, à un moment où vraiment j'étais dans la remise en question, quoi, et où j'ai proposé un texte que je croyais être le 9e chapitre de mon précédent roman, et qui s'avérait être le premier de Fief, et où on m'a dit, alors que moi je me suis dit, bon, parce qu'en plus j'avais une première version un peu plus, voilà, la première phrase c'était putain, ça sent le shit là-dedans, je me suis dit, voilà, je m'interdis rien, et puis alors que je pensais qu'on allait me dire, non mais vraiment faut que t'arrêtes. Ah ouais, ouais, complètement. Et du coup, voilà, vraiment, j'insistais là-dessus. Mais là, on me dit, ah David, là t'écris. Je fais, ah bon, de ouf. Enfin, moi, je pensais qu'ils allaient me dire, non mais c'est bon, t'as pété les plombs, arrête, quoi. Et en fin de compte, non. Et je me suis rendu compte que c'était plutôt en allant vers moi-même et en prenant du plaisir plutôt que de me sentir contrit, écrasé. Et dans le même temps, et c'est là aussi un élément assez intéressant, dans le même temps, je lis Céline pour la première fois. Et je lis Le Voyage, et là, je me dis, et c'est très révélateur, je me dis, ah tiens, on a le droit de faire ça. Le droit. Donc ça veut dire que j'étais complètement... Il y a un personnage qui se fait la réflexion, d'ailleurs. Ouais, mais j'étais complètement dans ce truc, il y a une instance au-dessus de moi qui dit ce que j'ai le droit ou pas le droit de faire. Et en fait, c'était par ignorance, quoi, je me sentais complètement écrasé par ça, et en fin de compte, en me libérant de ça, je suis parvenu à ce texte. Donc, dans un premier temps, j'étais tellement content de me libérer dans l'écriture que j'écrivais des textes. En suivi de projet, quand ils savaient que c'était David qui allait proposer des textes, je disais merde, elle nous envoyait 60 pages encore. Là où d'autres de la classe, par exemple, ils envoyaient des textes sur lesquels ils avaient des retours, et à une séance suivante, ils ramenaient le même texte, retravaillé, tout ça. Moi, j'arrivais toujours avec des nouveaux textes, et Olivier Arntal, elle me disait, mais t'écoutes un peu ce qu'on dit, parce qu'on n'en voit pas la trace, en fait. Et je disais, t'inquiète. Et en fait, moi, je voulais avancer, et j'étais un peu dans la graphomanie, et du coup, j'avais une espèce de collection de textes. Je prenais le risque d'être dans la juxtaposition de tableaux. Et j'ai fini la première année en proposant un texte qui était pas terminé d'ailleurs. Parce que je savais très bien que j'allais pas pouvoir le finir, à moins de bâcler une fin comme ça. Ouais, c'était hors de question. Donc j'ai beaucoup plus écrit en dehors du master par la suite qu'à l'intérieur. Mais à l'intérieur, moi, ça m'a complètement... En fait, ce dispositif-là, le fait de pouvoir avoir ces retours, c'est quelque chose qui m'a fait mettre le doigt sur ce qui me freinait et qui m'a permis d'aller vers moi-même. Donc, au moment où je dis que, à titre d'expérience personnelle, moi, ça m'a servi, je sais pas du tout ce qu'il en est pour d'autres. En tout cas, pour certains de ma classe, je peux le savoir, mais il y en a pour qui ça n'a pas été une grande expérience. Il y a des gens qui m'ont dit que, par exemple, ils en auraient bien appelé à plus de bienveillance, là où moi, par exemple, j'étais dans le truc, non, faut qu'on se rentre dans la gueule, parce que moi, j'arrivais toujours en disant, j'en ai rien à foutre de savoir ce que vous aimez là-dedans, je veux savoir ce que vous aimez pas. Je veux savoir ce qui marche pas selon vous, et puis voilà, c'est fait comme ça, mais chacun en appelle à ce qui souhaite. Il y avait des gens qui mettaient leur texte avec une note en disant, je veux que vous me parliez de ci, ça. Donc je disais, vous me dites ce que vous voulez, du moment que ça me remet en question. Parce que me remettre en question, c'est ce qui m'a permis donc j'y vois beaucoup de vertus, et en fin de compte, et si bien que même à un moment où du coup je suis revenu sur le texte pour lui mettre de la cohérence, même au seuil, il me disait c'est bon, là on le publie, je disais non, et je retravaillais, et puis du coup j'ai complètement désacralisé mon rapport au texte, si bien qu'il y a des passages qui étaient très bien, que j'ai enlevés, parce qu'en termes d'économie narrative, de rythme et tout, je trouvais que ça allait pas, quoi, et puis après, il y a des trucs que je me garde de côté, ça peut servir. Mais
Mais voilà quoi, du coup, je dirais que le master création littéraire, c'est vraiment quelque chose qui m'a permis d'aller vers moi-même à la rencontre de ma propre écriture, de ma propre voix. Du coup, est-ce que tu nous en lirais un extrait Je veux bien. de ton choix? Ouais. Alors, je vais vous lire un truc que j'ai jamais lu en public, mais je sais que je veux le lire parce que la dernière fois, j'avais repéré, puis ça va de là jusqu'à là, c'est bon. Oui, oui. Je suis un ancien bègue, alors sur les S qui commencent, c'est difficile pour moi. Voilà. Si je m'étais réveillé plus tôt, je serais parti en voiture avec mon père. Et en vérité, j'aurais pu rester à la buvette à boire 4 cafés et fumer 14 clopes en attendant que le match commence. Lui, il m'aurait attendu, mais il ne manquerait plus que je bouleverse ses habitudes. Déjà que je vis à son crochet, ce n'est pas la peine d'en rajouter. Même si maintenant je vais me taper le trajet à vélo. En sortant, je m'assure que j'ai bien fermé la porte. 3 fois. Sur le côté de la maison, il y a un passage qui mène au jardin de derrière. C'est là que je gare mon vélo. Je l'aime bien, mon vélo. Il a le cadre de celui qu'on avait volé devant un supermarché, les freins d'un autre qui traînait chez X, et la roue arrière d'un autre encore qui n'aurait pas dû rester stationné si longtemps devant la gare. Là où j'habite, l'entrée c'est aussi la sortie. Les maisons sont disposées en losange autour d'un bosquet, point de convergence, auquel s'accole une petite mare qui est colonisée par des roseaux sans fleurs. Il y a souvent des canards dans cette mare, des colverts. En ce moment, on a une couvée. Il y a quelques jours, j'avais compté 8 canetons. Aujourd'hui, ils ont grandi déjà. Ils ne sont plus que 5. Je sors du quartier et je remonte la rue qui mène à la salle de boxe. La voiture de Monsieur Pierrot est sur le parking. Il doit être en train de passer un coup de balai ou vérifier que les sacs sont bien accrochés au plafond. J'irai lui dire bonjour si je n'étais pas pressé, quitte à m'en prendre une parce que je ne suis pas assez couvert et qu'il fait plutôt frais ce matin. J'arrive à l'écluse, là où le canal rejoint le fleuve, et descends vers le chemin de halage, où je ne risque pas de croiser grand monde, si ce n'est un jogger, un type qui promène son clébard, une vieille, rien d'inhabituel. Je n'ai toujours croisé personne quand je passe sous le pont qui va de la gare au centre-ville. C'est juste après que je vois ce pêcheur avec sa taille de pinard. Il est rouge, tout rouge. J'en vois un paquet dans ma ville, des mecs tout rouges, mais ça m'impressionne toujours. Qu'est-ce qu'il faut se mettre? Sa rougeur, c'est ma pâleur, c'est la même. On s'entretient chacun à sa façon. Lui, il a le droit, alors on ne lui dit rien. Je ne me vois pas lui reprocher. Comme lui, je sais qu'être défoncé, ça aide. Il bouge pas, le mec. À côté de lui, il y a un seau où ce que je crois être une carpe se contorsionne pour avoir la place de tourner en rond. Après le pêcheur, j'arrive au terrain de boule, où les retraités viennent tâter du cochonnet. Il y a 4 terrains qui se succèdent, et seul le chemin que j'emprunte les sépare du canal. Tous les jours, ils viennent ici, les vieux. Ils sont beaucoup. Je n'en connais pas un seul. C'est plein de casquettes Stetson et de lunettes fumées. Il y en a un qui est bien rouge. J'y ai déjà vu Monsieur Pierrot, mais il ne jouait pas. Il expliquait à un vieux que pour lui, la pétanque, c'est un truc de vieux, et un terrain de boule, l'antichambre du purgatoire. La vieillesse, ce n'est pas son délire à l'autre. Un jour, je l'ai entendu dire que les vieux, fallait les tuer à la naissance. Il n'y a qu'à voir. Quand j'en arrive au dernier terrain, je vois un jeune au milieu des vieux. Je me dis qu'il faut soit accompagner son grand-père, soit vraiment kiffer la pétanque, soit carrément ne pas avoir de potes. La dernière solution me fait plus rire que les autres. La petite montée en danseuse. Un pont à traverser, une descente. Ici, le canal est parallèle au fleuve, et le chemin de halage est bordé de platanes. Sur ma gauche, le fleuve s'écoule, plus ou moins caché par des buissons, tandis qu'à ma droite, le canal me protège d'une route départementale qui le longe, celle où j'aurais à coup sûr insulté des automobilistes. Je les vois qui roulent vite, et je me sens bien sur mon chemin gravillonné de pierres blanches. Il y a des oiseaux qui chantent, je les entends. Je ne crois pas qu'ils s'adressent à moi. 10 minutes sans que rien ne se passe, ça me frustre. Ça fait un moment que je n'écoute plus les oiseaux. Ils se répètent. Je passe par-dessus une nouvelle écluse près d'un tout petit village où il n'y a même pas de boulangerie, et encore moins de bureau de tabac.
Par contre, il y a un café du commerce que j'aperçois depuis mon chemin, où des hommes viennent de bon matin pour rougir. Voilà. J'aime beaucoup ce passage quand il se rend effectivement au stade de foot pour... c'est un des rituels, enfin, qu'il dit en quelques mots au début, mais qu'il explique pas effectivement parce que c'est comme le disait David Lopez, c'est pas une écriture pour expliquer ce qu'on est en train de faire, on se contente de le faire, mais donc il y a une part de sentiment de culpabilité, il y a une part effectivement de respect aussi pour son père qui joue au foot en amateur, en senior, qui a eu en vétéran même. En vétéran. Voilà, j'adore ce terme. En vétéran, mais qui aurait pu, peut-être, évidemment ça résonne avec sa propre situation de boxeur prometteur mais fainéant, quoi, enfin, pour simplifier. Hein. Ouais. Et son père, lui, c'est pas parce qu'il était fainéant, c'est parce qu'à un moment il a eu un problème de genou et que donc, ce qui aurait pu être peut-être une belle carrière de foot, s'est arrêté. Puis, mais ça se voit que ça lui plaît vraiment trop à son père. C'est extrêmement important dans sa vie de pouvoir aller jouer au foot. Et donc le fils, voilà, il va le voir jouer au stade et il prend des notes. Voilà, il tient les statistiques du père, c'est-à-dire il touche la balle à la 8e, il fait une passe ratée, il fait tout ça, et puis il tient les trucs extrêmement méticuleusement, avec beaucoup de conscience professionnelle. Ouais. Et c'est aussi mais si j'aime ce passage, c'est notamment parce que c'est peut-être celui où on voit de la façon la plus emblématique à quel point sous ces airs justement de entre guillemets de bon à rien, à quel point c'est une éponge qui emmagasine les informations, ce narrateur, enfin Jonas. On voit, et là il est sur son vélo en train d'aller de chez lui au stade. Enfin, vous avez vu tout ce qu'il voit, quoi. Hein. C'est énorme. Il n'y a rien qui lui échappe, quoi. Et, en fait, ça bouillonne sans arrêt, quoi. Ouais. Et en fait, et ça se construit tout le long du roman, en fait, à quel point il accumule du matériau, et donc il y a aussi quelque chose de très fort. Mais que sur l'observation, en fait. Il est jamais dans la réflexion. C'est-à-dire, il observe les choses sans jamais se demander ce que ça lui raconte, en fait. Il est juste dans la collecte, dans le consignage. C'est comme une manière pour lui de s'éviter d'avoir à réfléchir, de s'éviter d'avoir à élaborer une pensée. Il y a juste à quelques moments du texte où ça semble poindre, mais notamment dans Ruche, quand à un moment donné ils sont en train de jardiner et qu'il a cette réflexion sur les mauvaises herbes, finalement il s'identifie à elle, mais derrière il n'arrive pas à développer une pensée. Jonas, c'est un peu ce garçon qui a assez de jugeote pour se poser les bonnes questions, mais pas assez pour y répondre, ou en tout cas qui se donne pas assez de valeur à lui-même pour croire qu'il pourrait répondre à ses angoisses et y donner des réponses. Alors pour éviter d'avoir à se projeter dans le futur, il est dans un présent perpétuel où où en fait il est constamment attentif à ce qui se passe autour, si bien que quelque part le livre répond un peu à la question de savoir en fait qu'est-ce qu'on fait quand on fait rien. Parce que moi je suis toujours pour moi on fait jamais rien. On est toujours pris par qu'est-ce que j'ai fait de constructif, en fait. Il y a plein de gens qui me disent j'ai rien fait de ma journée. Moi le mec qui a rien fait de sa journée, je l'imagine sur une chaise comme ça. Non, c'est pas vrai. En fait, le message derrière, c'est j'ai rien fait de constructif. Donc en fait, on est tellement tenu par le constructif, qu'est-ce que j'ai fait qui est utile. Et en fait, lui, il se complaît dans l'inutile, mais ça lui permet aussi d'être attentif aux petites beautés du quotidien. C'est quoi la vie qu'on a quand on n'en a pas? Qu'est-ce qu'on fait quand on fait rien? Et qu'est-ce qu'on voit quand on croit n'a rien à voir sous les yeux, quoi. Et lui, c'est un peu son refuge, c'est un peu sa manière à lui d'être dans son existence telle qu'elle est là, mais sans jamais faire le geste de se projeter ni dans l'avenir pour lui-même, ni dans une réflexion, ni dans rien du tout. Mais c'est aussi ce qui le rend, je trouve, particulièrement attachant et poignant, c'est qu'il a cette capacité à collecter, il a une lucidité. Alors là, c'est sur les scènes de boxe que c'est particulièrement flagrant, je trouve, parce que en permanence, que ce soit à l'entraînement poussé ou en combat, il sait exactement ce qui est en train de se passer. Il sait exactement ce qu'il devrait faire. Ouais. Et il a vraisemblablement les capacités de le faire. Il a peut-être pas tout à fait la forme, parce qu'effectivement, il en fait, c'est la forme. Dans un ring de boxe, quand on a... après, c'est vrai pour tous les sports, mais en boxe, c'est vrai que c'est assez vrai quand même. C'est qu'il y a des moments où on voit l'ouverture. Et le cerveau dit gauche, mais le bras bouge pas. Voilà. Et donc, il y a ça, donc il y a cette idée, puis il y a une accumulation sur les combats. Tout n'est pas tragique de ce point de vue-là, mais il y a des combats qui sont effectivement tragiques parce que
parce qu'il a la lucidité. Et en fait, on se dit, on est juste derrière lui, quoi. On se dit, mais putain, mais tu vas y arriver, quoi, là. T'as tout compris comment il fallait le prendre, cet adversaire. En fait, tu le domines psychologiquement et intellectuellement. Sauf qu'effectivement, l'autre, il a peut-être plus de souffle, ou, a plus de confiance dans son bras droit, et que le moment où il faut le faire, l'autre, il le fait, quoi. C'est ça. Et alors que lui, il le fait pas. Il se dit, je vais le faire, mais plus tard. Parce que je vais le faire bientôt. Jonas, c'est le boxeur qui se fait surnommer dans sa salle 2 rounds et demi, parce que les combats amateurs, c'est en 3 rounds. Alors, on commence par les 3x2, après c'est les 3x3, bon. Mais, du coup, 3 rounds. Et voilà, 2 rounds et demi, c'est vraiment une manière de dire comment c'est un mec qui peut pas finir ses combats, parce que, ou soit s'il a pris assez d'avance, il peut gérer sur la fin, mais c'est le mec qui a pas le coffre, pour pouvoir fournir cet effort qui est si exigeant. La boxe, je l'ai choisi parce que je savais que ça avait un potentiel littéraire. Enfin, j'avais envie d'écrire là-dessus. Je savais que j'y prendrais plaisir. Mais aussi, ça tombait aussi sous le sens parce que là où il y a des footballeurs qui peuvent faire une carrière en étant un peu dilettantes, enfin, moins maintenant qu'avant, quand même. Peut-être moins, mais bon, il y en a quand même. Hein. On les connaît. Mais bon, du coup, après, les mecs plafonnent, en fait. Il y a un moment, ils plafonnent. Et ben, en boxe, c'est pas possible. On peut, à moins d'avoir un talent tel que, et encore, les boxeurs qui sont arrivés à un certain niveau, qui après ont eu moins d'exigences, hein, ils sont tombés direct. Donc c'était intéressant que la boxe, elle soit là pour montrer cet effet de contraste entre un certain talent qu'on peut avoir et les moyens qu'on se donne pour le faire fructifier. Et c'est ce qui différencie Jonas du reste de la bande aussi, c'est que lui, il est talentueux dans quelque chose. Encore qu'un tel est très talentueux pour être un escroc, mais ouais, puis celui qui écrit en rap est pas nécessairement pas talentueux. Hein. Il est talentueux aussi. Ouais, donc en fin de compte, voilà, ça, c'est ce qui met en lumière la manière dont, malgré le talent, alors après chez celui qui rappe, il y a aussi une position idéologique, c'est-à-dire que c'est le syndrome du maquisard, c'est-à-dire que quand on lui dit pourquoi tu t'essayes pas de percer dans la musique, il répond qu'il veut pas être connu. Ça veut dire, enfin, moi j'ai eu un pote comme ça qui chante très bien, à qui on disait enfin pas moi, mais il y en a qui disaient pourquoi tu fais pas Nouvelle Star, pourquoi tu fais pas The Voice, hein. Lui il répondait je veux pas être connu. Et en fait moi je trouvais ça incroyable. Au moment où il disait ça, je me disais c'est-à-dire le mec il considère qu'il va arriver en finale quoi. Le mec il considère qu'il a le talent. Parce que si t'arrives à être connu, c'est que t'arrives en finale. Donc le mec, en disant ça, il dit ouais, je vais tous les niquer, hein, mais bon, j'ai pas envie qu'on me voit. Je trouve ça incroyable. Alors moi, je disais, mais tu sais, il y a des gens qui vivent de leur musique, dans leur underground, t'es pas obligé d'être, tu vois. Ouais. Et puis il y a une paresse derrière, je sais pas. Enfin mais il y a une peur assez marquée qui se transforme en fait en alibi, qui est celui du renoncement à la vie héroïque, parce que finalement, ça mettrait trop de pression, quoi. Ça serait tellement une telle pression que de vouloir avoir une vie incroyable que on préfère se contenter de ce qu'on a pour éviter de se mettre en danger et de s'exposer à l'échec éventuel. Parce que là, c'est pas un échec, enfin c'est pas ressenti comme un échec que de wrestler. Donc on est sûr qu'on réussit. C'est comme le mimétisme avec le père. Si je fais au moins comme le père, je peux pas avoir raté parce que en tout cas lui pourra pas me le reprocher. Parce que s'il me reproche à moi, il met sa propre vie en perspective. Ce qu'il pourrait faire, mais qu'il fait pas. Mais sur ça, il y a, enfin, ce jeu, enfin, qui est un jeu extrêmement sérieux, quoi, entre les différents membres de la bande, donc soit la bande cœur, soit ceux qui sont déjà un petit peu plus éloignés. Je trouve que c'est assez chouette parce qu'il y a une des choses qui m'a frappé, c'est sur ce qui se dit et ce qui se dit pas. Enfin, ça rejoint hein, ce qu'on disait sur le mélange de brutalité et puis en même temps de tendresse et de pudeur. Mais à travers le personnage de Jonas, mais aussi par l'écho que renvoient les autres, parce que les autres, on n'est jamais sur leur épaule ou dans leur tête. On les voit par Jonas, ou parce qu'il en sait, parce qu'il en voit, parce qu'on lui en dit éventuellement. Mais ouais, ça renvoie des échos, enfin, comme un radar, quoi. Et donc du coup, on se dit bien, il y a des choses qu'on peut partager avec les potes, puis il y a des choses qu'on peut pas partager. Mais il n'y a pas d'explication, c'est ça qui est vachement titillant, quoi. On se dit, mais pourquoi il en parle pas, là, c'est son meilleur pote Il y a peut-être le moment où il rappe son texte, où justement, là, Jonas se fait un peu une réflexion en disant, dans son texte, il dit des choses dont je me sens proche, mais c'est des discussions qu'on peut pas avoir, et surtout pas devant les autres. Parce que ça serait avouer une faiblesse, ça serait... parce que finalement, du coup, on est tellement dans des alibis, on est tellement dans... il y a que X qui admet qu'il voudrait voir autre chose et il le fait toujours dans l'intimité avec Jonas. Il le fait jamais devant les autres non plus. Et donc quelque part, il faut être dans l'entretien de cette image de non, moi j'ai pas de problème. Moi ça va.
Et puis d'ailleurs, même au détour de la dictée, quand la Huys propose une citation qui plaît pas à X parce que pour lui ça vient raconter quelque chose de son vécu, et ben il se braque alors même que ce que contient cette citation, c'est exactement ce qui fait que de dire à Jonas par ailleurs. Donc voilà, il y a cette espèce de déni aussi de je vais pas admettre que j'ai des problèmes ou que j'ai des angoisses parce que ça serait ouvrir une boîte de Pandore, quoi. Donc effectivement, du coup, le texte joue beaucoup sur ces silences-là et et ça se donne à voir ouais un peu partout dans le texte, quoi. Il y a que un tel à un moment donné qui confronte Jonas en lui disant mais moi je serais boxeur, je voudrais être champion du monde. Et qui lui dit mais toi tu vas faire une multinationale pour vendre ton shit ou quoi. L'autre lui dit mais moi Jonas j'irai en prison. Parce que un tel finalement c'est le mec qui est le plus en phase avec ce qu'il fait et qui a le plus d'ambition. Sauf que finalement le seul mec ambitieux de la bande, à part la Huys, le seul qui est ambitieux, c'est celui qui est dans l'illégalité totale. Ah ouais, mais c'est le seul vrai premier de cordée. Hein, il est ambitieux dans le banditisme. Et lui aussi, il m'a été inspiré par un copain. Et je me suis complètement reposé sur le fait que ce mec-là, vraiment, là, il vient de sortir de prison pour la 3e fois, il va retourner bientôt. Bon, et pour lui, il a réussi en fait. Pour lui, il a réussi. Et quand j'ai un pote qui me dit non mais te rends compte, ce gars, il est complètement à côté de la plaque, je dis non, lui, il veut ça pour sa vie. Pour lui, c'est nous, on est ouf dans nos têtes de lui. Lui, je veux ça, je le prends. Quelques phrases incidentes de Intel, enfin de celui qui s'appelle Intel, tu montres effectivement avec point, il y a une parfaite cohérence de projet. Ah, le mec, il est vraiment, alors c'est le cas de le dire, droit dans ses bottes. Ça va avec, c'est comme ça. Ah, même Jonas par lui, il est honnête pour un menteur, quoi. En fait. Ouais. Parce que il assume complètement ça. Et plusieurs fois c'est dit, effectivement, c'est un repoussoir d'une certaine façon, parce que c'est un bandit, quoi, et que effectivement il est lourd sur certains aspects, c'est pratique, sur les tarifs pratiqués, ce genre de choses. Ouais. Mais à côté de ça, il y a un respect, non pas seulement parce que c'est un vieux pote d'enfance, aussi parce que il est vachement cohérent. Il est droit en fait. Ouais. Enfin, il a une forme de truc assez étonnant, mais qui droiture qui dans son délire, quoi. Et puis il est attachant. Ce qui est marrant des fois. Mais de même que, alors, la Huys, il y a une zone effectivement où les confidences s'arrêtent entre potes, je trouve, de façon très visible, c'est que dès que ça concerne les relations avec les filles, en fait. Là, clairement, c'est des choses, ça on n'en parle pas. On en parle, enfin, pour faire les beaux, oui, surtout, on raconte, on mythifie, on fantasme, mais sur ce qui se passe réellement, c'est... Ouais, on dit rien du tout. D'ailleurs, donc, Jonas a une relation avec une fille qui s'appelle Vanda, et les autres sont absolument pas au courant. Les jours où ils le découvrent, ils sont là, il tombe des nues, hein, vraiment. Comment t'as pu ne pas nous le dire, quoi. Et effectivement, ouais, il y a quelque chose d'une pudeur vis-à-vis de ça, parce qu'en plus, il y a chez Jonas, et dans le cadre de cette relation, le dévoiler, ça serait pas forcément faire sa propre éloge, quoi. Parce qu'il est son... il est un exécutant pour elle. Il craint qu'elle ait honte de lui, enfin, aussi, assez largement aussi. Ah oui. Ah oui. Socialement, j'entends. Enfin, tu vois, mais il n'est pas invité à la soirée qu'elle organise, ce genre de choses, quoi. Ce qui fait d'ailleurs là encore, alors je vais pas dire un morceau de bravoure, mais enfin pour moi c'est rien de péjoratif un morceau de bravoure, même si effectivement un assemblage de morceaux de bravoure ça fait pas à la fin un roman. C'est ça. Donc là il y a les deux. Mais le fait qu'à l'intérieur du roman il y a vraiment des scènes tout à coup qui vous sautent à la figure, mais qui sont pas regardez tout ce que je sais faire. Enfin romancier, non, c'est vraiment. Et il y a effectivement cette scène fortuite où Jonas se retrouve dans une soirée invitée par les mecs ont dit on a un bon plan, on va s'incruster dans une soirée organisée par une fille, puis il découvre qu'effectivement la fille il la connaît, quoi, en réalité. Ouais. Et là, la scène est extraordinaire, enfin, parce que tout est dans le non-dit, justement, et y compris dans ses réactions vis-à-vis de ses potes, enfin, et tout, et il y a énormément en même temps, de violence, notamment sociale, qui se passe, et en même temps, vachement il faut tenir, faut pas montrer, et c'est assez incroyable, parce que c'est très ramassé. Parce que justement, ce que ça suscite comme honte chez eux, plutôt que se cacher, ils vont être dans ils rentrent dans un bar à un moment donné, il y a que ce qu'ils appellent des petits bourges, et puis en fin de compte, alors même qu'il ressent une honte, son réflexe c'est de bomber le torse et qu'est-ce qu'il y a, on y va, quoi. Et donc voilà, il y a toujours cette espèce de circulation entre se revendiquer et puis ne pas être complètement écrasé, quoi, par cette différence qui se donne à voir, quoi. Est-ce que tu mets un deuxième extrait, du coup? Qu'est-ce que je voulais choisir? Alors, j'ai fait des coupes dans la dictée.
Du coup, je veux bien lire ça, mais du coup, je les coupe dans mon exemple. Ah, d'accord. Alors, virgule. Il aime bien faire des suspens pour rien. Allez, poteau, retourne là ta carte. De toute façon, pour moi, c'est râpé, je la gagnerai pas, celle-là. Il pose son doigt dessus et me regarde avec le genre de rictus qui célèbre une victoire à l'avance. Il veut que ça me foute la rage alors que je l'ai déjà. Jonas, à ce jeu, je te nique. Retourne ta carte. Il la retourne. C'est un 2. Il gagne, ce fils de pute. Eh ouais, mon pote, tiens, je t'ai niqué ta race, t'as la haine, vas-y, dis-le. Il gesticule, il me fait des doigts, il me traite de pédé avec un flow R&B. Je soupire longuement, parce que oui, c'est vrai, je l'ai mauvaise. C'est fou la chance qu'il a, cet enfant. Bah vas-y, t'as gagné le droit de mélanger les cartes, que je dis en balançant les miennes. Et puis je décrète qu'on l'a fait en 5. Premier à 5 victoires. Bah, Poto dit, vas-y. Romain arrive de notre côté et passe la tête par-dessus Poto. Il nous demande si tout va bien, si on a besoin de quelque chose. On dirait un serveur qui s'assure un pourboire. Je lui dis que je n'ai besoin de rien, que c'est gentil, qu'on est bien reçu chez lui. Il me demande t'es sûr et je dis oui. Poto, lui, demande s'il a du coca, et si oui, s'il est frais, et que pendant qu'il y est, s'il peut lui ramener un cendrier, ce serait bien, s'il lui plaît, vu que là on se sert d'un paquet de clopes vide déchiré et qu'on en fout partout. Romain s'exécute et on lui dit merci gros. J'ajoute finalement que je veux bien un coca moi aussi. Je me lève et me dirige vers les canapés, et puis je tends le bras vers X en lui disant fais fumer vite fait s'il te plaît. Je tire 2 lattes rapprochées, ça fait du bien. Je retourne m'asseoir près de Poto et je lui dis que ça fait longtemps qu'il ne nous a pas chanté un texte. On lui demande souvent pourquoi il n'essaie pas de percer dans la musique, et lui il répond qu'il ne veut pas être connu. Ce genre de maquisard. Sa façon à lui d'être un gars de chez nous. Réussir, c'est trahir. En plus, et comme il dit, dans la musique, faut baisser son froc et sucer des bites. Ce n'est pas le genre de projet auquel il adhère. Il dit que justement il a un texte sous le bras. Je dis vas-y balance, et il est déjà en train de bouger la tête l'autre. Il sort de la poche arrière de son pantalon un papier plié en 4 et le pose sur la table. Il se racle la gorge, on se tait. Du bout de ma plume, j'écris ma douleur. Besoin d'évasion, vos promesses, j'en ai pas vu la couleur. Rien n'est acquis. Retiens bien, tout se termine avant l'heure. On fait aller, dur de remonter la pente sur des rollers. J'ai le cœur froid comme un corps sans âme. Arrête de chercher, bâtard, t'auras pas de pommes sans arbre. C'est soit t'es fort, soit t'es faible comme un keuf sans arme. On a perdu tout sentiment, mais y a pas de mort sans larmes. Attristé par les événements qui préviennent pas. N'attends pas que le destin frappe, vas-y réveille-toi. J'ai l'impression d'avoir tout raté, je passe mon temps à regretter. Y a tellement de jours où j'aimerais tout casser, bah ouais, je suis pas d'humeur. Et plutôt sous pression, toujours un œil ouvert pour trouver des réponses à mes questions. Tu sais que je m'efforce de chasser mes démons, si je me laissais aller, il y aurait longtemps que j'aurais quitté ce monde. Alors que ça parle dans tous les sens autour de moi, par curiosité, je prends le papier sur lequel Poto a écrit son texte. 2 choses me frappent lorsque je regarde la feuille. D'abord, il n'y a pas la moindre rature, comme si ça lui était venu d'une traite. Et puis, surtout, il y a tellement de fautes d'orthographe que j'ai du mal à lire ce qui est écrit. Je lui dis, Poto, c'est hardcore comment t'écris, on comprend rien. Il m'arrache le papier des mains, et en voyant ça, X me questionne. Qu'est-ce que tu dis, Jonas? Je fais les gars, Poto il écrit des bons trucs, hein, mais il sait pas écrire le mec. Chacun demande à voir le papier. Vas-y, fais voir, Poto. Et lui a l'air de se recroqueviller en lui-même. Allez vous faire foutre, wesh. Et moi, je rigole. Je dis, les gars, vous devez voir ça, c'est unique. Poto se défend en disant qu'il est sûr que parmi nous, il doit y avoir pire que lui. Et Habib est le premier à rallier sa cause. Moi, les gars, je suis sûr que je fais plus de fautes que lui. Ma parole, je fais trop de fautes, moi. T'inquiète, Poto, je suis avec toi. Ça devient carrément cacophonique là-dedans. Et après quelques minutes, l'heure n'est plus à la moquerie, mais à la surenchère. Chacun y allant de son moi, j'avais des notes de merde en français quand j'étais petit. La huisse, au début, ne dit rien. Et puis il se lève, appelle au calme par un oh, fermez-la, bande de cons. J'ai une idée, moi. On va vite la régler, cette histoire. C'est quoi ton idée, la huisse? Et la huisse, il dit, venez les gars, on fait une dictée. Voilà. Moi, Michela, elle lire toute la dictée. Mais... Ouais, non, mais c'est vraiment magnifique, mais qui est très représentatif, effectivement, de ce ton. J'ai envie de rapper, je crois. Non, mais je trouve qu'il y a vraiment, enfin, un réglage de la gouaille et de ce qui se passe, en fait, entre les gens qui est extrêmement fort. Donc voilà, moi, je vous invite à continuer la discussion autour d'un verre ou plusieurs, enfin, à ne pas hésiter, enfin, d'en profiter qu'on n'est pas en trop grand comité.
En tout cas, enfin, vraiment, c'est un texte que j'ai trouvé très spectaculaire, enfin très très Moi fort. aussi. Et voilà, et c'est pas si souvent non plus, et qui joue avec énormément de subtilité, avec des choses qui justement sont fortes et pas simples. Enfin, je trouve, et qui le fait, parce que je suis dire, avec à la fois de la force et de la pudeur, qui est aussi un mélange un peu instable. Mm. Et qui fonctionne, enfin, pour reprendre ça, mais qui Ouais. fonctionne du début à la fin, quoi. C'est vrai on est saisi par cette fumée de chic dans laquelle on pénètre à la première page. On n'en sort pas complètement jusqu'à la fin, et en même temps, on s'aperçoit que sous l'apparence de stase, où il s'est rien passé, en fait, il s'est passé des centaines de choses en 230 pages, et que c'est assez impressionnant, quoi. Donc vraiment, bravo, et merci Ah, beaucoup merci, d'avoir merci à accepté de vous. venir ce soir. Ah, bah, c'est un plaisir. Merci beaucoup.